Alors, donc je n'ai pas de lien d'intérêt. Hein. Donc, je vous propose de rentrer tout de suite dans le vif du sujet avec les résultats de cette étude chinoise. Donc, c'est la cohorte de Wuhan en Chine. Alors, je vais commencer par vous présenter des données qui concernent des patients qui n'ont pas été intubés, puisque en fait, le parti pris des auteurs de cette étude, c'était d'inclure des patients qui avaient une pneumonie sévère à SARS-CoV-2, mais en se restreignant à des patients qui étaient non-fumeurs sans comorbidité et qui n'avaient pas été intubés. Donc, comme vous aurez compris, hein, l'idée, c'était vraiment de décrire l'histoire naturelle de l'évolution de ces pneumonies graves en s'affranchissant de tout ce qui serait biaisé par des comorbidités ou par l'effet de la ventilation mécanique. Donc c'était quand même, on imagine des patients graves, il y a plus de la moitié de la cohorte qui avait reçu du haut débit ou de la VNI. Et donc les résultats, donc les patients il y a 1 an de recul hein, sur ces malades. Et donc les résultats, c'est qu'en termes donc vous le voyez ici, en termes de DLCO, on retrouvait donc vous voyez une amélioration qui est quand même assez lente au cours de la première année de suivi, avec donc des malades qui avaient moins de 80% de DLCO, ça concernait plus de la moitié des malades à 3 mois et encore un tiers à 1 an. On peut mettre un petit bémol quand même, parce que normalement, la DLCO, on considère qu'il y a un trouble de la diffusion quand la DLCO est inférieure à 70%. C'est pour ça que j'ai rajouté une petite ligne ici. Donc, ça fait quand même un petit peu moins de malades en réalité pour lesquels on peut vraiment parler de trouble de la diffusion. À côté, vous avez la capacité vitale, et donc vous voyez là aussi que ça s'améliore globalement au cours de la première année, avec 23% des patients qui avaient moins de 80 de CV à 3 mois et plus que 11% à 1 an. Il n'y avait pas de corrélation entre l'évolution de ces chiffres et le fait d'avoir eu ou pas un support non invasif. Sur des paramètres qui étaient un petit peu plus cliniques, comme le test de marche, eh bien aussi les choses s'améliorent au cours de la première année. Comme vous le voyez, on n'est pas sur ces malades qui avaient quand même fait des formes graves, on n'est pas sur des choses qui sont si catastrophiques que ça. Et de même pour la dyspnée, ici, s'il y avait encore quand même pas mal de patients symptomatiques 3 mois après l'épisode, au bout d'1 an, on voit que finalement les patients dyspnéiques restent minoritaires. Alors je reviens juste un tout petit peu en arrière. Donc, elle est vraiment intéressante, je trouve, la représentation graphique, parce ça laisse vraiment une bonne idée de la distribution sur les malades, et on voit, même si effectivement les médianes sont plutôt pas mal, si on regarde dans le bas, il y a quand même des patients, y compris des patients qui n'ont pas été intubés, on reste quand même avec des chiffres qui paraissent quand même, on va dire, significatifs. Mais c'est une minorité, vraiment une minorité des patients. Alors sur le plan de l'imagerie, donc le graphique, c'est le score scanographique, donc c'est pour une appréciation un petit peu quantitative des lésions. Là aussi, ça diminue au cours du suivi sur la première année, et à 1 an, il y a un quart des malades qui ont un scanner, qui restent avec un scanner anormal. Ce qu'ils décrivent, eux, c'est essentiellement du verre dépoli et en moindre mesure des épaississements septaux et des réticulations. Ils précisent qu'il n'y a aucun patient dans leur cohorte qui a vraiment des signes de fibrose établis, constitués, et il n'y a aucun patient qui, suite à sa pneumonie Covid, a eu ensuite une évolution vers une aggravation. Donc ça n'a pas, dans leur cohorte, déclenché, ce qui était craint par certains, c'est que ça déclenche des phénomènes qui après pourraient évoluer pour leur propre compte. Ce n'est pas du tout ce qu'ils observent. Et ils n'observaient pas en analyse multivariée non plus de corrélation entre le fait de garder ou pas un scanner anormal à 1 an et d'avoir eu un support par haut débit ou par VNI quand ils analysaient les choses en multivarié. Donc en résumé, donc une évolution qui est quand même assez lente, qui met au moins 1 an, mais qui tend vers une résolution des anomalies pour la plupart des patients, ce qui ne veut pas dire que pour quelques patients, il ne reste pas quand même des anomalies qui soient cliniquement significatives. En tout cas, il n'y a pas de grosses épidémies derrière de gens qui ont une insuffisance respiratoire avec de la fibrose, etc. Les questions qu'on peut se poser, c'est est-ce que c'est différent ou pas de l'évolution d'autres pneumonies virales graves. Donc il y a des choses qui avaient été publiées, notamment quand il y a une grosse épidémie, parce que pour que ça constitue une cohorte suffisante de gens à suivre, donc notamment dans le SRAS, le cousin de l'autre coronavirus, ça semble être à peu près les mêmes choses. L'autre question qu'on se pose, c'est finalement qu'est-ce qui se passe chez les patients qui font des formes encore plus graves, et a fortiori les patients qui ont été intubés.
Donc, on peut trouver un peu de réponse donc, dans cette cohorte française. C'est l'équipe de Bicêtre qui avait reconvoqué des malades qui étaient symptomatiques au cours du suivi. Donc, c'est à 4 mois, ça, après la sortie de l'hôpital. Dans leur cohorte, ils ont 73 malades qui avaient été intubés. Donc, les symptômes dont les patients se plaignent, c'est en premier lieu une dyspnée et une fatigue. La dyspnée, ça concerne 35% des patients à 3-4 mois de la sortie. Pour les patients qui ont été intubés, c'est 2 fois plus que les patients qui n'avaient pas été intubés. En termes de fonction respiratoire, on retrouve cette baisse modérée des volumes pulmonaires et puis un trouble de la diffusion, cette fois-ci, donc conformément à la définition, inférieur à 70% chez 35-40% des patients. Sur l'imagerie, 75% des patients avaient encore un scanner anormal, avec essentiellement du verre dépoli, et eux décrivent des signes un peu fibrose, pareil chez 35-40% des patients. Pour autant, donc, il n'y a pas vraiment de corrélation entre ces anomalies radiologiques et les symptômes, puisque si on s'intéresse purement aux patients qui sont dyspnéiques, il n'y en a qu'un quart qui présente ces signes un peu de fibrose au scanner. Donc, dans ce papier, les auteurs essaient de rattacher des diagnostics à cette dyspnée, et ils avaient soit retrouvé des choses qui pouvaient rentrer dans la catégorie un peu antécédent, insuffisance cardiaque, etc. Et de façon un peu originale, ils décrivaient un certain nombre de syndromes d'hyperventilation. Alors, 2 autres cohortes. Donc, dans radiologie, là, c'est une cohorte chinoise, c'est à 6 mois. Et là, ici, une cohorte anglaise à 4 mois. C'est des papiers qui ont plus une orientation, on va dire, sur l'imagerie, et qui avaient inclus chacun une trentaine de malades qui avaient été intubés. Ils retrouvaient des anomalies de type fibrose dans à peu près la même proportion, à 80 à 70% des patients qui avaient fait un SDRA. Et c'était donc dans le papier de radiologie, en tout cas le fait d'avoir ces anomalies un peu fibrosantes, c'était lié à l'âge, au fait d'avoir fait un SDRA ou d'avoir eu de la VNI ou d'avoir eu un scanner initial qui était grave. Donc, dans les 2 cas, dans les 2 papiers, les auteurs ont un peu la prudence d'employer le terme de anomalie fibrose-like et pas fibrose directement. C'est pas tout à fait un détail, je pense qu'il faut s'y arrêter un petit peu. C'est vrai que le terme de fibrose, c'est lourd de sens. C'est vrai qu'on pense tout de suite à quelque chose de très grave. On pense à la fibrose pulmonaire, idiopathique, etc. En fait, ce qui décrivent en voie les anomalies, c'est essentiellement des réticulations et des bronchiectasies de traction. Il y a très très peu d'anomalies en rayon de miel, qui est vraiment la lésion de la fibrose pulmonaire irréversible. Les réticulations, comme les bronchiectasies de traction, en fait, c'est des lésions qui ne sont pas forcément complètement fixées, et il peut y avoir une évolution sur ces lésions dans le bon sens. Et donc, tout ça pour dire que c'est pas parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup de fibrose voilà, c'est pas parce qu'on vous voyez ça sur les comptes rendus de vos patients dans le suivi, etc., que ça veut forcément dire que c'est quelque chose de catastrophique. Et dans les 2 cas, en fait, ils comparaient la fonction respiratoire des patients qui avaient ces anomalies fibrosantes et ceux qui n'en avaient pas. Et c'est vrai qu'elles sont plus marquées chez ces malades-là que ceux qui n'ont pas ces anomalies, mais néanmoins, vous voyez qu'on reste dans des choses qui ne sont pas catastrophiques, avec, en termes de symptômes, vous voyez ici 23% des patients qui ont ces anomalies, qui se plaignent d'une dyspnée d'exercice qui est modérée. Donc là, c'est un peu la même chose. Ici, il précise les patients qui sont toujours sous oxygène à 4 mois de la sortie. C'est 5% du total des malades inclus. Et puis, en fait, selon qu'il y ait des anomalies radiologiques ou pas, il n'y a pas vraiment de différence de distribution. Il précisait également que la dyspnée, dans le fond, était plus corrélée à la fragilité résiduelle des malades et à la diminution de leur force musculaire qu'à l'aspect radiologique en lui-même. Et que, pareil, la performance au test de marche, elle était plus en rapport avec la dyspnée qu'avec les anomalies radiologiques. Donc finalement, l'évolution d'une pneumonie grave à SARS-CoV-2 ventilée, donc on l'a vu un peu la même chose en un peu plus grave que les patients du stade de gravité en dessous. Il n'y a pas encore beaucoup de recul, il n'y a pas de publication de plus long terme que ces 4 à 6 mois qui incluent des patients ventilés. Mais voilà ce qu'on peut en dire aujourd'hui. On peut se poser la question, et là également, de savoir si c'est différent du SDRA tout venant, avec toutes les discussions qu'il y a eu sur est-ce que il y a des particularités du SDRA Covid ou pas.
Alors, en fait, il y a pas mal de publications sur diverses cohortes de patients avec un SDRA et leur suivi respiratoire, que ce soit sur du tout venant ou des choses plus spécifiques, des cohortes de grippe H1N1, de grippe aviaire, de SRAS. En fait, les résultats de cette littérature-là, c'est toujours à peu près, ça retrouve toujours un petit peu les mêmes choses. Donc la cohorte un petit peu historique qui avait suivi très très bien des malades SDRA pendant plusieurs années, c'est celle-là. C'est issu donc des travaux de Margaret Herridge. C'est au Canada. Ça commence à dater un petit peu, parce que c'est des patients qui avaient fait le SDRA au tournant des années 2000. C'était aussi une cohorte de malades assez jeunes, pas très comorbides, mais qui avaient eu des séjours assez longs en réanimation. Et en fait, ce qui montrait, c'était donc cette diminution des volumes pulmonaires et ce trouble de la diffusion qui s'améliorait également à 6 mois et encore à 1 an. Les patients étaient suivis même encore un petit peu plus. Bon, globalement, au bout de 2 ans, ça se stabilise. Mais voilà, ça se stabilise dans des anomalies qui, certes, sont un peu en deçà des chiffres de la norme, mais pas des choses catastrophiques, même s'il y a toujours, effectivement, dans le lot, il y a les malades les plus graves. C'est ceux dont on se souvient le plus, mais ça ne concerne, les séquelles vraiment graves respiratoires ne concernent pas la majorité des patients. Par contre, et c'était vraiment le message important de ces travaux, c'était de dire que, par contre, les anomalies au test de marche de 6 minutes qui renseignent un petit peu sur la capacité globale à l'exercice, là, les anomalies étaient quand même nettement plus marquées et persistaient dans le temps, puisque là, c'est avec 5 ans de recul, on voit que ça s'améliore la première 1 an et demi, et ensuite ça plafonne sur des valeurs qui étaient à peu près, là, dans cette cohorte, à 70% de la théorique. De même, il y avait des anomalies assez marquées sur les scores de qualité de vie qui, pareil, en tout cas les aspects physiques des scores de qualité de vie qui plafonnaient comme ça pour au moins 5 ans et après le suivi était terminé. Donc vraiment le message important de ces études, c'était de dire finalement, après un SDRA, le problème en fait de ces malades, c'est pas le poumon. Il y a des petites séquelles respiratoires, mais ce qui va vraiment handicaper les malades et ce qui va leur donner cette diminution de capacité à l'exercice et ces altérations de la qualité de vie, c'est pas vraiment que le problème respiratoire, c'est plutôt une fatigue généralisée, c'est la faiblesse musculaire qui persiste et c'est l'ensemble de pathologies neuro, ortho, articulaires, etc. En somme, c'est ce qu'on appelle maintenant le syndrome post-réanimation, et c'est vraiment plus ça le problème des malades que le problème respiratoire et les séquelles respiratoires en elles-mêmes. Alors, sur ce sujet, qu'est-ce qu'on en sait chez les patients qui ont de Covid-19 ? Donc, un papier vraiment très récent publié la semaine dernière dans AIC. C'est en Italie, 43 patients qui ont été intubés pour un SDRA SARS-CoV-2. Ils ont fait un test de marche de manière assez précoce, je crois que c'est 6 semaines, qui finalement n'était pas si altéré que ça. En tout cas, c'était des chiffres qui étaient vraiment meilleurs que dans les cohortes historiques de suivi de SDRA, ce qui pourrait suggérer que la récupération se fait un peu mieux chez les patients Covid que ce qui avait été publié antérieurement. Bon, ça reste des résultats d'une petite cohorte, mais c'est vrai que les malades étaient plus jeunes, les durées de séjour et d'intubation étaient un peu moins longues aussi. C'est des patients qui sont monodéfaillants respiratoires, donc ça peut expliquer un peu les choses. Et puis effectivement, en tout cas dans l'étude Comeback, là, c'est la cohorte qui est publiée dans le JAMA de Bicêtre que je vous ai montré au début. En fait, c'est pareil, finalement, entre les intubés et les non intubés, il n'y avait pas de différence sur la performance au test de marche à 4 mois. En termes de qualité de vie, alors je ne suis pas en train de vous dire, je ne veux pas que vous partiez avec le mauvais message, je ne suis pas en train de vous dire que tout va bien pour ces malades et qu'ils sont tous en pleine forme. Quand même, dans les scores de qualité de vie, à 6 mois, il y a quand même encore un malade sur 3 qui a des difficultés dans ses activités de la vie de tous les jours. Et il y a dans cette étude 2 patients sur 3 qui étaient estimés être à risque d'un syndrome de stress post-traumatique. Alors, là, c'est les études et ce qui a été publié jusqu'à aujourd'hui, ça donne un aspect un petit peu comme ça macro-quantitatif sur l'intensité, on va dire, des lésions et des patients qui pourraient rester avec des choses significatives. Il reste plein de questions quand même en suspens pour lesquelles, pour l'instant, il n'y a pas d'éléments ou des choses vraiment très préliminaires dans la littérature. Alors, il y a déjà ce que j'appelle les patients du premier quartile en termes statistiques, donc tous ceux qui, pour le coup, vont rester vraiment avec des séquelles graves, et c'est de cela dont on s'inquiète. Alors, c'est la même chose, on retrouve aussi la même chose dans le SDRA tout venant. Il y a
une proportion de malades qui n'est pas très facile à estimer, mais qui probablement est inférieure à 10%, qui sont des gens qui vont rester avec des vraies séquelles handicapantes. Jusqu'ici, c'est vrai qu'on ne sait pas vraiment qui ils sont, pourquoi eux, qu'est-ce qui fait qu'ils ont ces séquelles. Ce qu'on peut espérer comme retombée positive du SARS-CoV-2, c'est qu'avec l'effet volume de malades, on arrivera un petit peu, il y aura peut-être des travaux qui seront faits sur ces malades-là, on arrivera à en savoir un petit peu plus. Est-ce qu'il y a de la génétique? Est-ce qu'il y a des choses? Après, il y a plein de questions, j'en ai mis que quelques-unes, mais il y a plein de questions qui sont en rapport avec des aspects plus qualitatifs sur finalement toutes ces particularités anapathes, physiopathes qui ont été décrites dans le Covid. Est-ce que ça va donner lieu en termes de séquelles à des particularités ou pas? Et puis enfin, il y a tout ce qui ça va s'intéresser à l'aspect des traitements, notamment la dexaméthasone. Est-ce qu'avec tous les patients de la postérieure à la deuxième vague, est-ce que ceux-là, ils vont avoir finalement, est-ce qu'on va gagner un petit peu sur les séquelles respiratoires? Est-ce qu'on va perdre un petit peu sur le musculaire? On ne sait pas, mais c'est une question qui est vraiment intéressante. Et puis, il y a toujours cette question sur laquelle on ne peut pas tellement répondre avec les données qu'on a là, qui est chez les patients les plus graves, qui vont garder des séquelles, quelle va être la part de la gravité de la maladie en elle-même et quelle va être la part de la ventilation mécanique. C'est une question, je n'en ai pas la réponse. Voilà, mais je vous remercie de votre attention.